ce lancement de ce deuxième forum mini-job. Nous sommes donc le 13 octobre 2016 et on a décidé d'aborder ensemble le sujet du e-tourisme avec un certain nombre d'intervenants. On se posait la question en préparant cette conférence, est-ce qu'il y a des pratiques sur cet univers effectivement du tourisme qui permettent d'inspirer d'autres secteurs, puisqu'on sait que c'est un secteur qui a été fortement et peut-être avant les autres touché par la digitalisation. Ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table, vous présenter très rapidement. Ensuite, on fera un petit point sur l'emploi du tourisme et un focus sur les métiers qui nous concernent, donc de l'informatique, des télécoms et du digital. Et ensuite, chacun d'entre eux vous expliqueront un peu les expériences qu'ils ont pu vivre sur ce secteur. Voilà, je passe la main. Alexandre, ça ne va pas être très galant du coup, mais... Donc bonjour à tous, Alexandre Barthélémy, je suis le fondateur et dirigeant d'une start-up qui est installée juste au-dessus de nous, qui s'appelle Vigimilia, qui est spécialisée dans le big data pour l'industrie du tourisme. J'ai bientôt 10 ans d'expérience dans le secteur et donc à ce titre, en tant surtout qu'entrepreneur, je suis amené à embaucher, donc connaître des profils et sélectionner. Voilà. Bonjour à tous, Pierre Briand, je suis directeur commercial et marketing de skimium.com. On fait de la location de matériel de ski par internet. On a été 10 ans filiale du groupe Decathlon et depuis 48 heures on est devenu indépendant. Voilà, donc on va dire on revit une nouvelle start-up, si je puis dire. Voilà, je suis très, très content d'être ici parce que en fait, j'ai la particularité d'être très jeune, d'avoir rejoint la société il y a 4 ans maintenant, complètement autodidacte. Et ces sujets m'intéressent beaucoup. Bonjour à tous, Valérie Dufour, responsable rubrique emploi de tourmag.com, premier portail d'information des professionnels du tourisme. 12 ans d'expérience au service des plus grands recruteurs du tourisme. Donc en fait, je suis venue pour vous présenter un peu le baromètre que j'ai mis en place depuis 2013, qui vous permet d'avoir un état des lieux du marché de l'emploi en fait. Voilà. Siège social Marseille. Alors le siège est basé à Marseille de Tourmag, oui, pardon. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Alantaz, la directrice d'une école qui s'appelle l'Escaët, qui est une école qui forme depuis plus de 30 ans des étudiants dans le tourisme et le monde des voyages, du voyage de l'événementiel et la partie voyage d'affaires. Donc effectivement, nous, depuis ces 30 ans, on a vu nos formations évoluer et les métiers et l'insertion de nos étudiants largement évoluer vers le digital et la technologie. Donc je pourrais vous parler notamment de ça. Et nous, on est basé donc à Aix-en-Provence et Valérie est une ancienne Escaët. Je ne suis pas un ancien de l'Escaët. Ilan Uroz, délégué général du cluster des industries créatives et du contenu Primi. Nous fédérons des acteurs aussi bien dans la chaîne audiovisuelle, création, mais aussi dans le digital, le numérique, avec une forte mobilisation de nos acteurs sur des produits touristiques qui se numérisent de plus en plus. On commence par le tour de table avec vos témoignages. Vous avez compilé un certain nombre d'études pour nous faire un état du marché. Oui, alors en fait, je gère le baromètre emploi depuis 2013, donc qui permet d'avoir un état des lieux du marché de l'emploi par secteur. Donc j'analyse les données de l'INSEE en fait au niveau des offres d'emploi, des demandes d'emploi, les offres d'emploi de Tourmag bien évidemment et de 7 sites d'emploi spécialisés. Donc en fait, je vais vous parler un peu du premier semestre 2016 pour avoir un peu un état du marché de l'emploi. Donc au niveau de Tourmag, il faut savoir qu'on est à 36,6% d'offres d'emploi en plus par rapport à 2015. Donc au niveau des 7 sites d'emploi qui sont analysés, dont Tourmag et la presse spécialisée tourisme et Monster et l'APEC, on est à 9,6% d'offres d'emploi au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015. Et enfin, au niveau de l'INSEE, on est à 55,6% d'offres d'emploi en plus par rapport au premier semestre 2015. Donc ce qui veut dire que vraiment le secteur recrute, il y a beaucoup de départs en retraite et en fait il y a de nouveaux métiers justement avec les startups et puis la digitalisation de l'industrie qui se crée. Donc au niveau du premier semestre, ce qu'on peut dire, c'est que les secteurs d'activité du tourisme qui recrutent le plus, donc au niveau des 7 sites d'emploi, donc c'est l'hôtellerie, 21%, avec les résidences hôtelières et tout ce qui est centrale hôtelière,
Les agences de voyage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 15%. Les voyagistes, 15%. Le réceptif avec 14%, l'institutionnel avec les offices de tourisme et tout ce qui est comités départementaux du tourisme, 13%, et les agences de voyage en ligne, 8%. Alors au niveau de l'INSEE, ce qui ressort, c'est que c'est le secteur qui recrute le plus, c'est l'hôtellerie-restauration, avec 95% d'offres d'emploi. Et enfin, je vais en arriver au métier du digital. Donc en fait, l'industrie est en train d'évoluer. Au niveau des voyagistes et des agences de voyage, on s'aperçoit en fait qu'ils recherchent des compétences au niveau de la gestion des données qui sont de plus en plus importantes. Donc en fait, les métiers qui apparaissent sont tout ce qui est data analyst, donc data scientist, des data mineurs. Après, au niveau de la com, du marketing, donc on recherche de plus en plus des responsables communication et donc en marketing digital et en e-commerce, des traffic managers. Après, je vous laisserai parler parce que c'est plus votre domaine. Moi, c'est plus généraliste, donc à ce niveau-là. Donc après, au niveau de l'informatique, il y a beaucoup de métiers de développeurs web, mobile. Des webmasters, des infographistes, des community managers, des sourceurs en fait, qui vont aller chercher des clients sur les réseaux sociaux. En fait, on veut avoir des gens qui maîtrisent aussi bien la conception de voyage, je parle des voyagistes et des agences, ça c'est plus mon secteur, donc qu'ils soient capables de vendre, de concevoir du voyage et de mettre en ligne du produit. Les produits en fait qu'ils conçoivent et les mettre en avant sur les réseaux sociaux en fait. Voilà, donc ce que je peux dire à mon niveau. Alors comme l'a dit tout à l'heure Samuel, le e-tourisme a sûrement été, le tourisme a sûrement été un des premiers secteurs impactés par le digital. On va dire que ça remonte à la deuxième partie des années 90, où on a commencé à avoir des premiers sites web, et au début des années 2000, ça a commencé à s'accélérer, et surtout après 2005, avec des différents dispositifs d'acquisition d'audience comme les comparateurs, Google qui a commencé à monter en puissance sur le tourisme, et une facilitation de tout ce qui est technologie qui a permis à certains de vendre en direct au client final alors qu'ils ne vendaient pas. Je parle des producteurs, les tours opérateurs ou les hébergeurs pouvaient vendre directement aux clients finaux, alors qu'avant, il fallait passer par un intermédiaire qui était une agence de voyage. Inversement, les agences de voyage ont eu accès beaucoup plus facilement à l'aérien, ont eu accès beaucoup plus facilement à l'hôtellerie directe, et donc ont pu construire leur propre voyage, où avant, il fallait passer par un tour opérateur. Donc en fait, cette chaîne de fournisseurs-distributeurs est complètement remise en cause, et cela a changé beaucoup dans les métiers. Des métiers qui n'existaient pas chez certains ont dû être créés, et inversement. Voilà, C'est 250 étudiants par an. En fait, on forme sur du bac plus 3, 4, 5 uniquement, donc post-BTS ou post-L3 classique. Voilà. On a naturellement 50% peut-être de nos étudiants qui, quand ils font une licence, viennent après une licence de langue, mais sinon, ou d'un BTS tourisme quand ils viennent d'un bac plus 2. Et après, on a 50% qui viennent d'horizons très différents. Et depuis 7 ans, on a pris aussi le virage de la formation continue. Et donc, on forme aussi les professionnels à monter en compétences, des professionnels de la distribution qui ne maîtrisent pas la production, des professionnels de la production qui ne maîtrisent pas la distribution. Enfin, on a essayé de faire en sorte d'accompagner aussi des pros là-dessus. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on a évolué. Je rejoins Alexandre, puisque c'est exactement ça qui s'est passé, enfin en tout cas comme ça qu'on a nous fait évoluer notre formation. C'est-à-dire qu'on était sur un schéma qui était assez simple, où on avait un client qui passait par une agence de voyage et une agence de voyage qui lui vendait les produits d'un tour opérateur. Donc ça, c'est ce qu'on avait jusqu'à effectivement milieu des années 90, voire même jusqu'à début des années 2000. Et puis cette chaîne, elle s'est effectivement cassée avec le web, puisque donc le web a rendu tout accessible et a rendu l'offre accessible et transparente, qui fait qu'on a tout d'un coup des métiers qui sont plus rentrés dans des cases, et des producteurs qui sont devenus distributeurs, des distributeurs qui sont devenus producteurs. Et aujourd'hui, tout le monde fait un peu tout, et on n'arrive plus tellement à remettre les gens dans les bonnes cases. Donc nous, ce qu'on a vu au niveau des métiers, les premiers qui ont fait évoluer et qui ont intégré en fait des nouvelles personnes et des nouveaux métiers, c'est les pure players. Donc c'est des gens qui sont arrivés sur Internet et qui ont développé des nouveaux modèles, notamment un modèle de producteur-distributeur à la Go Voyage, par exemple, qui a été un exemple le plus emblématique en début des années 2000, et puis plein d'acteurs qui ont suivi derrière avec des last minute, des Expedia et autres.
Et là, c'est les premiers qui sont venus recruter en fait des profils qui étaient orientés sur le digital, donc notamment ce qu'on appelait les responsables web marketing ou les web marketeurs, donc qui étaient plutôt des gens qui étaient multicasquettes. À ce moment-là, on définissait mal ceux qui s'occupaient de l'acquisition, ceux qui s'occupaient de l'emailing, ceux qui s'occupaient de la fidélisation. Enfin, en gros, on parlait de ça, on parlait de web marketeurs. Et puis, plus on a avancé dans le milieu des années 2000, et plus on a vu en fait se segmenter ces métiers au niveau du digital. Donc là, avec des gens qui étaient spécialisés de l'acquisition client, donc le référencement naturel, le référencement payant, enfin comment est-ce que je fais en sorte d'attirer du trafic sur mon site. Les gens qui s'occupaient de convertir après, donc avec des gens qui s'occupaient sur la partie merchandising ou sur la partie affiliation. Et puis ensuite, des gens qui s'occupaient de la partie client, vraiment suivi client avec la partie emailing, la partie CRM, ICRM, devions-nous parler de ICRM ou de CRM, enfin voilà, qui était simplement en train de muter. Bref. Et puis la dernière génération, ça a été la génération des réseaux sociaux, donc avec les community managers, aujourd'hui les social media manager pour avoir un scope un peu plus global. Et ça, on l'a vu donc dans un premier temps se mettre en place plutôt chez des acteurs du online. Et puis aujourd'hui, c'est d'ailleurs révélateur avec ce que nous disait Valérie, c'est qu'effectivement, les gens qui recrutent le plus, on voyait, il y a de l'hôtellerie, il y a des agences de voyage, le tour operating, le réceptif, l'institutionnel. Finalement, les acteurs les plus traditionnels du monde du tourisme, parce que ça y est, ils font vraiment leur mutation. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a une vraie mutation, c'est-à-dire que même aujourd'hui, tous les acteurs du traditionnel, ça y est, en fait, viennent chercher ces profils-là et ces profils qui ont une fibre digitale. Donc, c'est-à-dire que les hébergeurs, aujourd'hui, ils recrutent essentiellement des gens sur des postes de... Alors, il y a évidemment toute la partie exploitation, restauration, service qui est toujours très importante puisqu'il y a un énorme turnover. Mais il y a aussi, en fait, tous les métiers du revenu management et de la distribution qui aujourd'hui sont hyper complexes. Pour qu'un hôtel soit distribué sur Internet, ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. Pour un yield manager, définir le bon prix pour le bon client au bon moment sur le bon canal de distribution, ça devient juste un casse-tête. Donc aujourd'hui, il y a tous ces métiers-là dans l'hôtellerie qui sont fondamentaux. Et dans les agences traditionnelles, en fait, elles savent que de toute façon, si elles ne mutent pas, elles vont effectivement mourir. Donc elles ont besoin de ces compétences-là. Donc soit c'est des gens qui viennent faire de la formation pro en disant est-ce que vous pouvez nous aider à ajouter la casquette digitale, soit ils se rendent compte que de toute façon, c'est pas dans leur ADN à eux. Et dans ces cas-là, ils viennent chercher justement des nouvelles ressources qui sont capables de leur apporter ça. Alors du coup, ça fait un peu de conflit en interne dans les entreprises parce qu'il y a l'image un peu traditionnelle de l'agence de voyage avec des nouveaux qui arrivent avec une vision très digitale. Voilà, c'est une mutation qui se fait dans la passion du tourisme et des voyages, donc avec des choses qui se passent plus ou moins bien. Mais c'est pour ça qu'on se rend compte effectivement que tous les acteurs traditionnels aujourd'hui sont ceux qui recrutent. Les tours opérateurs se rendent compte qu'ils ont intérêt d'aller directement vers le client, sauf qu'ils n'ont jamais su faire. Ils n'ont jamais su aller chercher le client directement. Donc, ils ont besoin aujourd'hui de venir chercher des ressources qui sont capables de leur dire voilà, comment on pense client et comment on va chercher des clients. Les réceptifs, ils ont toujours été en contact avec des tours opérateurs sur les marchés. Ils n'ont jamais été en contact avec le client, sauf quand il arrivait à l'aéroport et qu'ils étaient en mode animateur avec la casquette de Fram ou la casquette du Club Med. Aujourd'hui, ils se disent il faut que j'aille le chercher directement sur son marché. Et en fait, ils se rendent compte que c'est des démarches qui sont très différentes. Donc, c'est là où on est enfin dans une vraie mutation globale de l'industrie, c'est qu'on se rend compte que et les nouveaux acteurs, les pure players et maintenant tous les acteurs traditionnels viennent à tous ces nouveaux métiers. Donc nous, on a évidemment fait évoluer l'ensemble de nos programmes en fonction de tous ces besoins et tous ces nouveaux métiers pour arriver à répondre à tout le monde, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a, ça, tout dépend par promotion et en fait par un niveau d'approfondissement, mais on doit avoir des modules à minima 40 à 50 heures qui sont dédiés vraiment sur la partie technique des leviers web. Et après, sur l'ensemble des cours qui sont tradis, qui vont être quand on va aborder les problématiques de distribution et les problématiques de production, de toute façon, on intègre aujourd'hui comment est-ce qu'on achète aujourd'hui à travers le digital et plus dans des négociations traditionnelles où je me déplaçais voir mes réceptifs et mes partenaires. Comment est-ce que j'intègre le digital dans ma stratégie de distribution? Enfin, dans chacun des cours qui étaient plus tradis, on a ajouté du digital. Donc, je dirais que c'est quasiment dans tous les cours. Mais après, sur la partie vraiment technique poussée, je pense qu'on doit avoir 50, à minimum 50 heures de cours par promo. Peut-être juste, Alexandre, tu nous donnes les chiffres du secteur, ce qu'il pèse en package, puis ensuite on passera la parole à Pierre.
Alors les chiffres précis, je ne les ai pas forcément. Ce qu'on peut dire au niveau national, c'est que déjà le tourisme, c'est entre 7 et 8% du PIB. Donc c'est quand même plus que l'agriculture et la production automobile réunie. Mais il faut dire que l'État est moins sympa avec le tourisme qu'avec l'agriculture, la production automobile ou la production de trains. Je vous ramène à l'actualité récente. Donc voilà, après si on se fait un petit zoom local, la région PACA est la première région d'accueil des touristes français, à la différence de Paris qui va être première sur les touristes étrangers et en global. Et si on regarde tout l'écosystème encore plus localement, donc ex-Marseille, on est le deuxième écosystème soit français, donc avec deux dimensions. Une dimension in-going, donc on va accueillir des touristes à Marseille ou à Aix, et encore plus depuis 2013. In-going, excuse-moi, je suis vraiment un peu défalqué ce matin, excusez-moi. Incoming, ouais. Et outgoing, pour le coup, voilà, je suis un peu fatigué. Outgoing, où là, vous avez sur notre territoire de nombreuses industries, tant en distribution, avec voyages privés notamment, en production, avec des gens comme Exotisme ou Eliade, Odalis en hébergement, Homer en hébergement, Egencia. Voilà, la partie voyage d'affaires, c'est un call center, c'est pas forcément le siège qui est installé là. Voilà, des formations. On est d'accord, bien sûr. Des formations donc, comme les SCAET, des startups, des journaux comme Tourmag. Donc vraiment, on a un très très bel écosystème et il faut savoir en profiter. Donc on est le deuxième écosystème français après la région parisienne. Voilà. Je peux faire un focus montagne éventuellement. Alors, je sais qu'on est au niveau de exactement, on est au niveau de la mer, mais du coup, je peux illustrer ça parfaitement sur le secteur montagne, puisque en fait, ça a parfaitement été résumé. Nous, on est un pure player, donc on s'est construit il y a 10 ans par le web. On est arrivé complètement par le web, et donc ça fait déjà 10 ans qu'on a des métiers qui commencent à arriver maintenant dans d'autres systèmes plus traditionnels. Moi, j'ai été en effet web marketer, on a fait du merchandising très tôt, il y a quasiment 10 ans sur le web, puisque nous on met en avant nos vitrines virtuelles de magasins, nos 350 magasins. Donc ça arrivait très tôt, et maintenant on a des acteurs traditionnels en montagne qui recrutent à tour de bras, et notamment les offices de tourisme qui sont en train de se constituer des marketplaces, chose qu'on n'avait pas vue. Donc on a besoin de nouvelles compétences, de personnes qui savent tout faire, et surtout avec des profils d'entrepreneurs, de personnes qui vont toucher à tout. Donc elles vont pas forcément avoir le savoir-faire direct, mais en tout cas elles vont maîtriser le package de compétences complet. Elles vont savoir en tout cas gérer et avoir des connaissances de web marketing pur, mais elles vont savoir aussi rédiger, avoir du relationnel client pour répondre à toutes les sollicitations des skieurs dans les stations. Donc voilà, on a un écosystème aussi au niveau de la montagne qui est en train de changer, avec l'apparition notamment de marketplace dans les offices de tourisme. Venez. Bonjour. Petit problème de transport, asseyez-vous. Merci. On a fait déjà un premier tour de table, donc je propose déjà de vous présenter. On va reprendre et comme ça on vous laisse reprendre votre souffle aussi. Donc Jean-Luc Ambert, je suis donc le DSI de Ponant. Ponant, c'est donc une compagnie de croisière 5 étoiles basée donc à Marseille. Nous avons 5 navires. Avec effectivement un certain nombre de navires en commande, donc une société en croissance sur un marché porteur. Et effectivement, en termes de e-commerce, de digitalisation, ce sont des sujets qui nous concernent totalement en ce moment. Voilà. Merci. Combien de collaborateurs, compagnie du Promenant, Alors, chiffre d'affaires ? Chiffre d'affaires, c'est 180 millions d'euros. Collaborateurs, 250 salariés, à peu près 800 marins. Et une croissance à l'international forte, puisque nous avons en 2 ans ouvert un bureau à Sydney, un bureau à New York, en train d'ouvrir Shanghai. Donc sur des marchés, effectivement, on s'ouvre. Ponant est historiquement une compagnie très franco-française, et effectivement, notre croissance, on va la chercher à l'international. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être Iliane, Primi suit un certain nombre de start-upers aussi, notamment. Vous avez travaillé accompagné des sociétés autour du contenu, je crois, dans le secteur. Oui, on accompagne particulièrement les acteurs de la création des contenus. Et on a rendu une étude cette année sur la métropole marseillaise, sur ces métiers du digital. Il faut savoir qu'en région,
Le poids des industries créatives, on va en parler dans la conférence d'après, c'est plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 15 000 emplois, 12 000 établissements, donc c'est quand même une deuxième force après le tourisme, largement derrière. Mais on se rend compte, et je rejoins totalement les intervenants, aujourd'hui, on a besoin de communiquer mieux sur de nouveaux médias, tant par de la vidéo, de l'agrément visuel sur les réseaux sociaux, du motion design, etc. Et on voit même apparaître de nouvelles formes de communication qui sont la réalité virtuelle pour projeter finalement les clients sur des destinations très lointaines. Donc toutes ces nouvelles technologies sont intimement liées à la création de contenu. Il faut raconter une histoire, raconter une expérience, raconter un voyage. Et la mutation que vous décriviez, on la voit nous au jour le jour, puisque quand on s'adresse à des consommateurs, on s'adresse comme à des consommateurs d'œuvres artistiques, séries, télé, à des consommateurs digitaux ou visuels. Et finalement, les ressorts de la narration, de l'histoire que l'on raconte sont les mêmes. Ce qui est en train de changer, c'est le profil des métiers. Dans notre étude, nous avons audité et analysé 600 entreprises dans les services informatiques, mais aussi dans les métiers de la communication, agence de communication, création audiovisuelle. Et 2 métiers nouveaux apparaissent. Ce sont les développeurs créatifs. On a tendance à trouver sur le marché et puis à entendre que les développeurs sont très recherchés, les développeurs informatiques. Aujourd'hui, on ne recherche pas simplement un développeur informatique, on cherche un développeur qui va être capable de créer une histoire, de créer un design, d'être créatif dans tous les sens du terme. La démocratisation des outils fait que la création est de plus en plus aisée, mais elle est de plus en plus qualitative. Donc il faut aller très loin. Le deuxième métier en tension que l'on voit apparaître et qui est très complexe à mettre en œuvre, c'est le communicant commercial. Une interface entre le business direct auprès des consommateurs et une personne qui va communiquer, donc qui va générer finalement du trafic d'achat via de nouvelles formes de communication, mais qui va être à même de commercialiser, de mettre un prix, de définir une cible. Voilà les métiers en tension et on se rend compte que dans les acteurs historiques, on en a cité quelques-uns, le pas qualitatif en termes de communication, un site internet qui soit accessible sur mobile, avec des vidéos et des images qui respectent le droit d'auteur. On a de gros chantiers sur ce point-là. Une communication digitale agrémentée aujourd'hui avec des Facebook et autres qui utilisent de nouvelles vidéos 360 degrés, etc. Ça se complexifie, c'est de plus en plus concurrentiel et vous n'avez plus droit à l'erreur. Aujourd'hui, il faut s'entourer de professionnels et c'est tout notre but. Si je peux juste préciser aussi un métier qui est, nous on voit qui est aujourd'hui très demandé par les entreprises et qui est difficile à définir, qui est d'ailleurs l'intitulé est hyper large, qui est le chef de projet ou le chef de produit IT, qui est en fait celui qui va être capable de faire le lien aussi, alors cette fois-ci entre le business et les développeurs. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui tout est quasiment, enfin tout le monde s'est mis effectivement sur le online. Donc se mettre sur le online aujourd'hui, ça veut dire avoir énormément de connectivité derrière, donc être connecté à des compagnies aériennes, être connecté à l'hébergement, à des réceptifs, enfin bref, à plein de systèmes. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans des entreprises, notamment traditionnelles, c'est très compliqué d'arriver à appréhender ça. Et il y a besoin de gens qui développent ces interfaces et ces connectivités, mais il y a aussi besoin de gens qui sont capables de faire le lien entre justement une demande entrante et cette équipe de développeurs. Et c'est très difficile, notamment pour des populations RH, de trouver ces profils-là, parce que naturellement, elles vont aller vers des écoles d'ingé. Sauf que des écoles d'ingé souvent en fait ou de développeurs informaticiens, en fait la plupart du temps ces gens-là quand ils font pas de code, justement quand ils développent pas, ils sont très vite frustrés dans leur fonction et les écoles de commerce généralistes ne forment pas nécessairement en fait ce genre de profil. Et nous c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on s'est mis depuis très longtemps puisque historiquement l'école s'est toujours intéressée aux outils technologiques et donc a toujours donné cette fibre-là aux étudiants. Et c'est vrai que c'est un métier sur lequel aujourd'hui on nous dit mais forme-en plus
plus, formeuse-en plus, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin. Bon, nous, notre seul problème, c'est que 90% des étudiants qui rentrent à l'ESCAET, depuis 30 ans, ça n'a pas changé, ils veulent être chefs de produit chez un tour opérateur et créer des produits. Donc de là à faire la bascule et à leur dire non, tu vas voir, tu vas être chef de produit, c'est à l'interface entre le business et le développement, et donc tu vas comprendre des spécifications techniques et tu vas être capable de faire des tests et des recettes. Bon, voilà, on a un petit chemin, mais on y travaille, et en tout cas, c'est vraiment un métier, nous, on se rend compte qui est clé, et quand les entreprises, elles arrivent à les avoir, en fait, on se rend compte qu'il y a tout d'un coup quelque chose qui fonctionne bien mieux. Mais c'est mal identifié. Enfin, je pense que vous pouvez confirmer encore plus. Voilà. Donc, je vous repasse le micro. Alexandre va présenter aussi un petit peu ta structure. Voilà, je rebondis sur ce que disait Marie, au sens, donc Vigimilia, donc Big Data pour le tourisme, mais à un produit, on va dire, historique, même si la boîte a 5 ans, qui est un benchmarker, qui fait la veille concurrentielle sur les prix. On n'a pas été les premiers à tester ça et à tenter de le faire. Nous, a priori, aujourd'hui, on réussit parce qu'on adresse une grosse partie du marché. Et si on analyse pourquoi on a réussi, c'est parce qu'on vient du tourisme. Moi et mes associés, on est des gens du tourisme qui ont été à la techno et pas des gens de la techno qui ont été au tourisme. Donc on maîtrise le marché et on parle le même langage que nos clients. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans tous les secteurs, mais peut-être plus pour le nôtre, qui plus est en France, où le marché du tourisme a des spécificités très 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 fortes. Voilà, clairement. Voilà. Oui, tout à fait, je vous rejoins. Mais Ponant, on a une petite structure informatique, on est 8 personnes, et sur la moitié de ces personnes viennent du métier. Je crois d'ailleurs 3 viennent de l'ESCAET, donc c'est un bon exemple, c'est pas fait exprès. Non, clairement, c'est un choix de ma part de sous-traiter toute la partie infrastructure et de garder la valeur ajoutée de la DSI sur la connaissance métier, sur la connaissance de nos produits. On a un produit qui est extrêmement particulier. Donc pour le vendre, c'est des méthodes un peu spécifiques. Vous parliez de contenu, notre site web aujourd'hui, c'est un site de e-commerce, mais surtout on doit donner envie à nos clients potentiels d'aller dans des destinations que peu de gens connaissent. Et quoi de mieux que des vidéos? On a expérimenté la réalité virtuelle, on a expérimenté des technologies de ce type. Et effectivement, nous, on est poussé par le marché et par nos clients. Même si on a une population de clients historique qui est plutôt senior, aujourd'hui, ils ont un taux d'équipement absolument monstrueux. Tout le monde a sa grand-mère à qui on a offert un iPad et qui ne sait pas s'en servir. Mais en attendant, on les retrouve effectivement sur notre site web, on les retrouve sur nos bateaux. On est en train d'engager une digitalisation du navire pour apporter du service ajouté virtuel et digital sur nos navires également. Donc effectivement, la connaissance du métier est très importante. Oui, alors effectivement, c'est le plus gros projet qu'on ait mené depuis 2 ans. C'est un projet non seulement de site web, mais également d'interconnexion avec l'ensemble de notre système d'information. Parce qu'il y avait énormément de redondance de saisie. Évidemment, la donnée juste n'arrivait pas forcément jusqu'à notre site web. Donc ça, par des méthodologies, par des outils de type PIM, Product Information Management, ou des technologies web avancées, on arrive maintenant à avoir quelque chose de cohérent, aussi bien dans nos brochures que sur notre site web. Oui, effectivement, c'est un projet de plus d'1 million d'euros. C'est une équipe de 10 personnes par moment. Et effectivement, c'est le plus gros projet qu'on ait mené chez Ponant. Notamment pour permettre aussi l'internationalisation. On a plus de 10 sites en ligne en fait, en fonction du canal, en fonction du marché, en fonction du pays, en fonction de la langue. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Alors, on a toujours été B2C, B2B. Effectivement, un site de e-commerce évidemment va faciliter le B2C. La première vente en ligne qu'on ait fait sur les sites au bout de 2 jours, c'était un industriel new-yorkais qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam et qui effectivement a booké la suite de l'armateur de Mexico jusqu'à Ushuaia. Enfin, un truc complètement improbable. Et effectivement, voilà, ça va nous ouvrir des opportunités. Et effectivement, par contre, évidemment, pour les professionnels qui nous aidaient à remplir nos bateaux jusqu'à présent, il faut aussi leur apporter du service. Et là aussi, la partie B2B du site est faite pour être de l'aide à la vente avec là aussi du contenu, des argumentaires de vente, des spécificités, des FAQ, enfin voilà, pour que effectivement il puisse plus facilement vendre à son client également. Alors très clairement pour ce projet, c'était vraiment du 50-50. C'était une co-direction marketing et IT. Je sais qu'effectivement le destin des DSI est a priori de se retrouver dans la direction marketing un jour.
Je dis pas que je le souhaite, mais bon, en tout cas, effectivement, nous, on a travaillé de concert. Il y a des choses qu'à l'informatique, on ne sait pas faire, hein, tout ce qui est la partie design, la partie voilà, approche client, etc. Puis d'un autre côté, effectivement, il y a des idées marketing qui parfois ne sont pas applicables et qu'il faut canaliser, on va dire. Mais non, mais effectivement, je pense que c'est la bonne organisation, la codirection de ce type de projet. C'est des skieurs en fait. Et non, mais c'est super important parce que c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure. Nous aujourd'hui, on recherche des profils de personnes qui sont des chefs d'orchestre, qui savent mener tout un tas de projets et qui n'ont pas une expertise 100% pure et dure, qui savent regarder à tous les niveaux de la société, qui ont de la créativité et qui du coup nous permettent d'arriver sur des projets à forte valeur ajoutée, notamment en termes de contenu. Puisque, un exemple, on a réalisé 350 visites virtuelles de l'ensemble de nos magasins il y a maintenant 3 ans. On vient de mettre en place une stratégie de communication qui est basée sur la vidéo. Donc ça nous permet d'arriver sur ce genre de projet. Ce que je pense aussi, c'est qu'on a malheureusement un problème au niveau des formations, puisque moi j'enseigne en école de commerce. Et je pense qu'il y a clairement encore un manque d'ouverture d'esprit des générations et des cursus scolaires, et notamment au niveau école de commerce. Parce que je pense que les opportunités ne sont pas forcément bien présentées ou ne sont pas découvertes par les étudiants qui pour eux, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais, le digital n'est représenté que par Facebook, que par Amazon. Or aujourd'hui j'ai dans mes équipes des gens qui sont des commerciaux purs et durs et en fait le digital n'est juste que leur outil qu'ils utilisent. Moi j'ai des personnes qui développent la société. On a un site internet, on a un pure player, mais ils font avant tout un métier de commercial ou un métier de merchandiser. Et ça je pense que ça passe nécessairement pour les jeunes par une veille forte. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a de l'emploi. Par contre, un jeune qui veut se démarquer sur le marché et trouver un emploi, c'est quelqu'un qui va être en veille permanente parce qu'on a un secteur qui se transforme tous les jours. Donc c'est des détails, mais c'est être tous les matins au courant de ce qui se passe sur notre marché, recevoir des newsletters, être en veille, construire son réseau par le digital, par Twitter et autres. Et c'est ce qui fait, je pense, que vous trouverez facilement un emploi dans le digital. C'est en étant, à mon avis, à l'heure actuelle, plutôt autodidacte et en allant chercher l'information par vous-même et la formation par vous-même. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de passer sur les bancs d'une école. Hein. J'y suis passé aussi, en tout cas même dans les grandes écoles. Et moi, j'enseigne à l'INSEC. Notamment aujourd'hui, je pense que le digital n'est pas encore assez construit dans les écoles. Moi, je partage 100% cette analyse. En fait, ce qui s'est passé, là, on est également dans une mutation, à mon avis, du côté formation, qui va être encore plus long, je pense, et encore plus compliqué, avec certains qui vont prendre le virage et d'autres pas du tout. Et on le voit déjà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vais dire, il y a 20-25 ans, on remettait beaucoup en question l'université, en disant en fait que l'université était globalement beaucoup trop théorique, et c'est comme ça qu'on a vu apparaître plein d'écoles de commerce généralistes, et en disant voilà, ce qu'il y a de bien avec les écoles de commerce généralistes, c'est qu'elles forment des gens avec la tête bien faite. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elles arrivent à leur limite, les écoles de commerce généralistes, parce qu'elles sont généralistes, et qu'en fait, du coup, former des gens avec la tête bien faite dans une société dans laquelle on est, qui est de plus en plus concurrentielle et sur laquelle on demande un retour sur investissement aux collaborateurs hyper rapidement, en fait, des gens qui ont la tête bien faite, en fait, ça suffit plus. Le problème, c'est qu'une école de commerce, notamment celle dans laquelle vous intervenez, en fait, c'est des écoles de commerce qui balayent tous les domaines, de la finance à la distribution, au commercial, dans tous les secteurs, que ce soit l'électroménager, du tourisme, du machin. Donc, en fait, le problème, c'est que du coup, elles n'ont plus de spécificité, elles n'ont aucune spécificité secteur. De toute façon, elles se sont basées là-dessus et elles se sont basées sur un modèle qui consiste à dire que c'est ça qui fait qu'un étudiant sera bon demain. Sauf qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit quand on discute avec les RH, c'est qu'elles nous disent, voilà, des gens qui ont la tête bien faite, ça suffit plus. Il nous faut des gens qui ont la tête bien faite et qui soient experts d'un domaine. Donc nous, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait il y a 30 ans. Je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que nous, on est une école qui est complètement autonome et indépendante depuis 30 ans, ce qui n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se rapproche les uns les autres. Tout le monde a été rattaché à des CCI. Et puis, maintenant qu'ils sont de moins en moins, se sont rapprochés entre eux pour pouvoir exister sur la scène nationale et internationale. Nous, on est restés complètement indépendants. Et si on existe aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'on fait notre métier correctement et qu'on a une preuve par le résultat, c'est-à-dire l'insertion professionnelle de nos étudiants. Mais c'est vrai que je pense que ça va passer par là. Et en fait, les écoles qui vont rester seront celles qui vont à un moment se positionner clairement sur des axes.
Et il y a des écoles qui ont pris l'axe du coup web, digital plutôt. Et là aussi, je pense que dans le digital, dans le web, il y a des secteurs qui fonctionnent pas du tout de la même manière. Et le tourisme reste quelque chose d'hyper spécifique. C'est vrai dans la partie loisirs, mais c'est aussi vrai dans le voyage d'affaires. Quand on dit que dans le voyage d'affaires, comment est-ce qu'on achète quand nous, on forme des gens qui intègrent les directions achats de grands groupes type Orange, Nestlé, Veolia, donc autant dire rien à voir avec le voyage, mais qui en fait négocient avec l'aérien, les hôteliers, les loueurs de voitures et autres pour optimiser les déplacements des collaborateurs des entreprises. Et bien là, c'est pareil, en fait, les gens qui sont à la direction achat voyage sont des gens à qui il nécessite en tout cas une formation qui est complètement différente que des gens qui achètent des processeurs informatiques, des ordinateurs, du matériel bureautique ou autre, quoi. Donc il y a vraiment une particularité dans le monde du voyage qui part au tout début de l'aérien et du transport qui sont des produits intangibles et qui se distribuent notamment avec la règle du yield management qui est très complexe et qui en fait que toute l'industrie derrière est hyper spécifique. Voilà. Moi, je vais me répéter, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que l'un des savoir-être, c'est cet aspect curiosité et veille permanente. Je vous prends un exemple, c'est Pokémon Go. Moi, je ne suis pas un geek, mais je pense que n'importe quel jeune aujourd'hui doit avoir téléchargé au moins une fois Pokémon Go, ne serait-ce que pour savoir comment demain on va pouvoir générer du trafic en agence de voyage via cette solution d'un point de vue marketing. Donc voilà, c'est ce genre d'expériences qui, je pense, sont très importantes. C'est-à-dire que demain, pour travailler dans ces nouveaux métiers, l'un des savoir-être pour moi, c'est d'être en veille permanente parce que je pense qu'en plus, comme les formations ne sont pas encore bien, en tout cas d'un point de vue pédagogique, sont pas encore bien amenées, je pense que notre secteur évolue plus vite que les formations dans le digital, et notamment dans le e-tourisme. Et donc, je pense que n'importe quel jeune aujourd'hui se doit d'être au courant de toute l'actualité. De savoir que depuis ce matin, Criteo a annoncé qu'il y avait une réservation de voyage en ligne sur 5 qui se faisait sur mobile. Donc voilà, d'avoir toutes ces données en veille en permanence, c'est ce qui fera que quelqu'un aura les bons savoir-être, je pense, pour travailler dans le secteur du e-tourisme. De la curiosité. De la curiosité, de la veille et lire Tourmag, exactement. Voilà, exactement. Moi, les qualités, connaître le tourisme, vous l'avez compris. Après, connaître le tourisme, ça ne veut pas dire partir en vacances, être habitué à faire ses réservations. Alors oui, on voudra des gens passionnés, oui, on voudra des gens qui plus est dans le contenu, qui ont voyagé, mais ce n'est pas parce que vous réservez aux vacances que c'est un professionnel du tourisme. Donc attention à cela. Donc voilà, c'est un domaine extrêmement affectif. Marie me confirmera, mais les éductours, il y en a quand même de moins en moins, je crois. Donc vous ne partirez pas tout le temps en vacances. Attention à ça. Voilà. Oui, moi, il y a une activité qui me semble aujourd'hui, je dirais, être potentiellement intéressante, c'est tout ce qui tourne autour du support. Donc nous, effectivement, en gros, à chaque nouvelle application, chaque nouvel outil, on s'aperçoit très rapidement qu'un poste de support dédié à cette application se crée. Et là, pour le site de e-commerce, effectivement, en 2017, par exemple, on va ouvrir 2 postes pour effectivement traiter tout le flux de demandes, que ce soit B2B ou B2C, arriver à effectivement analyser est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est un comportement normal, est-ce que c'est un problème d'utilisation, de compréhension, de formation, et ensuite, effectivement, aller chercher la bonne information ou envoyer la bonne alerte vers ensuite les équipes de développement si c'est un bug, etc. Donc c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui beaucoup. Alors moi, ma société développe des robots, mais je crois dans les robots pour les tâches ingrates. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un domaine, et Stratégos, que le groupe SKAT Edit a sorti, c'était le dernier, l'avant-dernier, avec marqué « Besoin d'humain ». Je pense que c'est un secteur tant sur la partie digitale que traditionnelle qui ne pourra pas se développer sans l'humain. Et j'ai un exemple très précis. Vous connaissez tous Voyage Privé, qui est le local de l'étape. Le concept de voyage privé, c'est peut-être moins cher que les autres, donc il faut qu'ils fassent du benchmark. Et depuis 10 ans qu'ils existent, ils cherchaient une solution de veille concurrentielle comme celle que j'ai dite. Ils ont essayé avec beaucoup de personnes qui leur ont vendu des trucs automatiques, des robots, des machins, les trucs. Ça n'a jamais fonctionné. Moi, je suis arrivé, je leur ai dit non, on va faire des tâches ingrates, aller chercher de la donnée, mais la réflexion, on va la laisser à l'humain, et ça marche. Je vais faire un peu de prospective et répondre aussi à la question. Nous, comme on accompagne les startups émergentes sur
plusieurs secteurs, dont le tourisme, alors qu'on ne qualifie pas de e-tourisme parce qu'on ne s'intéresse pas que à la partie commerciale, mais aussi au contenu et au progrès dans ces domaines. On va accompagner dans les prochains mois l'émergence au travers de plusieurs aides d'État qui s'appellent les challenges numériques, des startups qui vont créer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils sur de nouveaux médias. Et c'est très important d'être à la pointe. On a cité Pokémon Go. C'est magnifique de pouvoir se balader dans une ville et voir des petits détails d'une ville. Il manque encore cette liaison avec le tourisme, avec la data pour avoir beaucoup plus de compléments, alors qu'on a des professionnels très qualifiés sur le territoire. On n'a pas encore franchi le cap de ces nouveaux médias et de ces nouveaux usages. Donc nous, on va cumuler aide à des startups pour définir de nouvelles applicatifs, de nouveaux médias, de nouveaux services, avec du test d'usage in situ pour se confronter directement aux utilisateurs. Le B2C, c'est extrêmement tranchant. Si vous avez une ergonomie avec des gros boutons qui sont mal placés et mal colorés, etc., votre application, en l'espace de 2 jours, elle vous aura coûté 300 000 € et vous ne pourrez plus la remettre. Et ça, c'est des enjeux terribles dans cette mutation digitale. Nous, on croit beaucoup à l'aspect culturel, au tourisme culturel. C'est encore un espace assez vierge qui a besoin de énormément de data puisqu'il y a énormément d'informations à donner aux utilisateurs. Et on est très bien placé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour promouvoir ce tourisme culturel sous une nouvelle forme, avec de la muséographie augmentée, avec des expérimentations. Voilà, donc c'est un petit peu notre axe et suivez un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains mois. Nous, pareil, vraiment, c'est dans la même lignée, mais on se rend compte qu'effectivement, on est allé vers le tout techno, tout très digital, et en fait, on se rend compte que ça fonctionne pas. Enfin, on analyse beaucoup les modèles, des différentes entreprises, et on s'est rendu compte que, enfin, en tout cas, quand les fois où ça n'a pas marché, c'est parce que l'humain n'était pas non plus pris en considération, et donc on essaye beaucoup d'apporter ça à nos étudiants, cette compréhension en fait de la complémentarité qu'il y a entre l'humain et la techno. À quel point la techno aide en fait plutôt à analyser des situations en amont et en aval, mais par contre ne va pas prendre tes décisions, même s'il y a des aides à la décision, mais ne va pas les prendre, et que l'humain est fondamental là-dessus. Et sur l'histoire du retour client, moi je pense que effectivement, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, dans les métiers, on a vu le digital beaucoup travailler sur comment est-ce que je fais en sorte que le client arrive et vienne à moi. Et aujourd'hui, de plus en plus, donc ça rejoint ce qu'Hélène disait aussi, mais on travaille beaucoup plus sur le pendant le voyage et sur l'expérience que notre client va vivre aussi pendant le voyage. Donc c'est vrai, du coup, il y a énormément de choses à faire avec notamment la culture. Mais on voit que même il n'y a pas que les territoires qui s'intéressent à ça, mais vraiment même dans les acteurs du tourisme plus traditionnel, on se rend compte qu'il y a des initiatives, notamment je parle juste d'une, mais au niveau du Club Med, ils ont mis en place depuis l'année dernière en fait des IGO. Donc c'est-à-dire qu'il y a le géo qui est dans le club, qui est toujours notre gentil organisateur, animateur, et en fait qui est accompagné d'un IGO qui va stimuler en fait tous les clients pour être sur les réseaux sociaux et pour vivre en fait son expérience et partager son expérience sur les réseaux sociaux en même temps. Donc ça paraît au départ très bizarre parce qu'on se dit c'est de la techno, alors que normalement justement cette personne-là était celui qui nous faisait faire les jeux apéro, qui était très humain quoi. Et en fait ils travaillent là-dessus sur comment est-ce que justement on arrive à compléter ça. Et juste pour compléter sur les qualités qu'il faut à des étudiants, donc c'est sûr la curiosité elle est fondamentale, et c'est là où je dis elle est plus facile quand on est expert et quand on est spécialisé sur une industrie, parce que sinon demander à des étudiants d'école généraliste de faire une veille sur l'ensemble, à la fois sur Darty et sur le tourisme et sur machin et sur la finance, c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça que c'est là où c'est compliqué. Nous on voit nos étudiants, ils sont déjà sur le tourisme, ils trouvent que c'est beaucoup, donc voilà. Et après je dirais qu'il faut des gens en fait aujourd'hui qui sont experts d'une industrie et pas juste qui aiment les voyages, mais qui vraiment comprennent qui sont les acteurs et comment ça fonctionne, et que ce soit ça qui les intéresse, et qui soient polyvalents. Et c'est ça qui est difficile, parce que c'est vrai que
ils viennent d'une culture, notamment avec leurs parents, qui leur expliquaient qu'à un moment, on fait un métier, quoi. Si on est dans la techno, on n'est pas dans le marketing. Toi, tu es un marketeur ou tu es un commercial, mais tu n'es pas les deux en même temps. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur demande quand même d'avoir des dominantes, mais d'être quand même un peu tout ça. Et ça, c'est compliqué parce que c'est un peu la fracture qu'il y a entre la famille et nous, en fait. Et donc, du coup, c'est là où il y a un gros job des écoles, c'est d'arriver à amener les étudiants vers cette polyvalence qui est fondamentale. Enfin, vous l'avez tous dit dans l'ensemble des métiers. Voilà. Alors moi, je voudrais en fait exposer les besoins des recruteurs que j'ai souvent en ligne. Donc en fait, et vous exposez un peu le profil parfait qui est recherché aujourd'hui et qui sera recherché demain par les recruteurs. Donc en effet, ça sera quelqu'un qui aura une bonne culture générale, qui maîtrisera les technologies, qui saura vendre et qui saura concevoir du voyage et les promouvoir en fait. Donc sur le web, sur les réseaux sociaux, qui saura, voilà, le profil le plus recherché aujourd'hui, en tout cas dans les besoins de l'industrie. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table. Hein. Alexandre va nous dire un petit truc. Parce qu'on a parlé de Pokémon Go. Je ne suis pas un grand fan de Pokémon Go. Je l'ai téléchargé et j'ai arrêté au bout de 3 jours. Ça m'a énervé. Et Ilan disait ce serait bien le Pokémon Go du tourisme. Mais si on fait un petit peu juste un historique très récent, Pokémon Go est en fait basé sur un jeu qui s'appelle Ingress. Et Ingress était un jeu qui faisait découvrir les villes par le tourisme. Donc comme quoi on est dans un secteur précurseur. Voilà. Je conclurai par ça. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Vous restez au moins 5-10 minutes effectivement avec nous. Iliane, tu animes la table d'après, donc de toute façon tu restes ici, forcément. Il faut profiter effectivement des 400 offres d'emploi en CDI qui ne sont pas toutes inscrites et à la rencontre des plus de 50 employeurs qui sont présents effectivement ce jour. Ils sont là pour vous rencontrer si vous avez des questions. Et puis les intervenants, si vous avez des questions individuelles, vont être effectivement par ici. Agnès, dépêche-toi parce qu'on change de table. Si tu veux prendre une photo, c'est maintenant. Allez, on fait un sourire, merci.